professeur de mathématiques à l'institution Abou Bakr ibn al-Arabi, où d'ailleurs on a appliqué l'enseignement par intégration cette année. Au cours de cette année, nous avons essayé d'appliquer l'enseignement par intégration. La première concerne les ouvrages. Il y a un manque d'ouvrages. Il fallait présenter les ouvrages avant de commencer l'enseignement par intégration. Je vais vous donner un exemple, M. Xavier, où nous a donné des guides contenant des situations qui ne sont pas du tout compatibles avec les cours, les ressources du palier 4 par exemple, parce que nous sommes au palier 4. Les situations qui nous sont présentées ne sont pas du tout compatibles avec les ressources. Deuxième petite remarque, si vous le permettez, et à l'école Abou Bakr ibn al-Arabi, on a fait une expérience, remplir un bulletin de 3 types d'élèves, un élève excellent, moyen et faible. Et nous avons trouvé des difficultés, des problèmes. À cet égard, pardon, je pose ma question clairement. Est-ce qu'il y a un logiciel fiable qui peut donner des résultats sans aucun problème? Dernière question, c'est juste une petite remarque. Lors de ma formation par M. Mustafa Gilali, l'inspecteur à l'Académie d'Agadir, il nous a dit que les 3 consignes, dans les 3 consignes, il faut jamais que la question soit directe. Et lors de la situation que vous nous avez présentée sur le tableau interactif, j'ai lu une consigne commençant par calculer. Donc, à mon avis, c'est une question directe. Voilà, merci. Bien. Donc, je vais répondre à la question que se posent les 2 premiers intervenants qui sensiblement posaient le même genre de question, c'est-à-dire qu'apporte finalement la pédagogie de l'intégration au-delà des discours. Mais vous avez tout à fait raison de poser cette question-là. Si la pédagogie de l'intégration n'apportait que des discours, il est clair que depuis le temps, on a eu le temps de lisser les discours, on sait ce qu'il faut dire pour que ce qui soit dit soit politiquement correct, et il est clair que la pédagogie de l'intégration n'est pas que dans les discours. Alors, j'aurais tendance à vous dire, si vous êtes sceptique par rapport à la pédagogie de l'intégration, allez voir ailleurs comment ça se passe et forgez-vous votre propre opinion. Je crois qu'il ne faut pas acheter un chat dans un sac, et si vous avez la liberté d'adhérer à la pédagogie de l'intégration ou de ne pas y adhérer, eh bien, il n'y a pas d'obligation d'y adhérer. Je crois que c'est le cas pour les établissements privés. Non. Il y a une obligation. Ah, d'accord. C'est pas une question de scepticisme. Pardon? On n'est pas sceptique du tout. D'accord. On n'a pas de visibilité, c'est différent. D'accord. Alors, en termes de visibilité, ce que je peux vous dire, tout d'abord, c'est que la pédagogie de l'intégration, on sait bien qu'elle va jusque dans la salle de classe. Donc, ce ne sont pas des discours, ce sont des faits. C'est-à-dire, et c'est la raison pour laquelle des organismes comme l'UNESCO, comme l'UNICEF, comme l'OIF appuient depuis des années et des années la pédagogie de l'intégration, parce qu'il y a des réalisations relatives à la pédagogie de l'intégration. Ce ne sont pas seulement des programmes théoriques qui sortent et qui ne sont pas appliqués. Je voudrais vous dire aussi, en termes de faits, qu'il y a eu plusieurs évaluations, plusieurs études qui figurent dans un certain nombre, ont été relatées dans mes écrits, et parmi ces résultats, par exemple, on trouve des choses comme le fait que sur des questions complexes, donc des situations complexes, la pédagogie de l'intégration permet de faire gagner à une classe d'élèves 3 à 4 points sur 20 par rapport à des élèves qui ont eu des apprentissages qui sont uniquement des apprentissages de type ressources. Et donc il y a un gain pour ces élèves qui ont... Mais alors on pourrait dire, oui mais c'est normal,
vous entraînez les élèves à résoudre des situations complexes, c'est normal que si vous leur présentez des situations de type situation complexe, c'est normal qu'ils les réussissent mieux. Mais dans le dispositif expérimental, on ne s'est pas contenté d'évaluer les acquis en termes de situations complexes. Les responsables de ces systèmes éducatifs, donc les évaluateurs, ont aussi présenté aux élèves des épreuves de type ressources. Et si le raisonnement était bon, les élèves qui ont pratiqué la pédagogie de l'intégration devaient moins bien réussir ces épreuves de type ressources. Or, ils n'ont pas moins bien réussi ces épreuves. Ils les ont même mieux réussies, mais avec 1%, un point sur 20 de différence. Ce qui n'était pas statistiquement significatif, alors que les 3-4% étaient, eux, statistiquement significatifs. Je pourrais encore vous citer d'autres résultats, par exemple Djibouti. À Djibouti, ils ont généralisé la pédagogie de l'intégration en 2001. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en même temps que la généralisation de la pédagogie de l'intégration, ils ont réduit la scolarité, la durée de la scolarité, ils l'ont réduite à 5 ans. Et donc, en juin 2006, ils se sont retrouvés avec une cohorte d'élèves qui avaient pratiqué la pédagogie de l'intégration pendant 5 ans et une autre cohorte d'élèves qui avaient pratiqué l'approche traditionnelle pendant 6 ans. Et ces deux cohortes ont présenté le même examen d'admission au collège. Eh bien, quels sont les résultats? C'est que les élèves qui ont pratiqué la pédagogie de l'intégration, chez ces élèves-là, le taux de réussite était de 25% supérieur à l'autre cohorte. Donc, non seulement ces élèves ont gagné 1 an de scolarité, mais le taux de réussite était de 20% supérieur, de 25% supérieur à l'autre cohorte. Bon, il y a eu d'autres études, je vous invite à vous documenter là-dessus. Je voudrais vous dire que je continue à être demandeur, je pleure même pour que certaines organisations internationales évaluent davantage les résultats, les effets de la pédagogie de l'intégration. Mais vous imaginez, dans ce monde où tout doit aller dans un sens donné, vous pouvez imaginer la difficulté de libérer des budgets qui pourraient mettre en évidence des résultats positifs de quelque chose qui ne va pas dans le sens où tout le monde va aujourd'hui. Je livre ça à votre réflexion. Je viens de vous dire notamment que l'on ne peut pas mesurer les effets de la pédagogie de l'intégration sur des épreuves de type ressources. Or, ces organismes internationaux qui mènent des évaluations, quels sont leurs outils d'évaluation? Ce sont des outils de type ressources. Et donc, tout ça fait partie d'un jeu. Je ne veux pas non plus me présenter comme victime. Simplement, tout ça, ça fait partie d'un jeu à l'échelle, je veux dire à une échelle qui nous dépasse et qui vise à préserver des acquis plutôt qu'à mettre en évidence les bénéfices de quelque chose qui pourrait bien marcher, mais qui serait dans une autre voie. Heureusement, on dispose aujourd'hui d'une marge d'intérêt de par le monde qui est suffisamment importante et qui est grandissante. Je pourrais aussi vous donner des exemples. Par exemple, il y a 2 ans, j'étais invité en Chine pendant 3 jours. J'ai animé un colloque à laquelle tous les responsables des curricula chinois étaient présents, avec des débats très intéressants, avec des responsables de chacune des provinces chinoises, parce qu'ils sont, malgré toutes les avancées du système éducatif chinois,
ils sont coincés dans cette problématique d'évaluation. Et donc la pédagogie de l'intégration les intéressait pour débloquer les difficultés qu'ils rencontrent au niveau de l'évaluation des élèves. Je travaille actuellement avec un petit système éducatif, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est le système éducatif basque, et surtout le système éducatif basque espagnol, le système des Ikastolas. Eh bien, depuis 2 ans, malgré que ce soit un des systèmes éducatifs les plus performants au monde, depuis 2 ans, ils s'intéressent et ils sont en train de revoir complètement leur programme et leur manuel scolaire à la lumière de la pédagogie de l'intégration, parce qu'ils estiment être arrivés à un plafond avec l'autre système qu'ils n'arrivent pas à dépasser, et notamment de par le fait qu'ils ont une hétérogénéité de plus en plus importante dans leur système éducatif. Alors je vous dis, allez-y, allez voir, allez à San Sébastien, allez à Bilbao, posez des questions, allez dans ces classes et faites-vous votre opinion par vous-même. Moi je crois que c'est la meilleure manière de faire, c'est que vous fassiez votre opinion par vous-même. Et donc, prenez directement vos contacts, ne me croyez pas sur parole. Si vous êtes un scientifique, vous n'allez pas croire sur parole un conférencier. Si vous êtes un scientifique, vous allez trianguler vos informations, vous allez multiplier vos sources et vous faites votre opinion par vous-même. C'est franchement ce que je vous demande de faire si vous avez le moindre scepticisme par rapport à la pédagogie de l'intégration. Et j'ai cru entendre des applaudissements dans le fond de la salle. Je pense que ce sont des personnes qui ne sont peut-être pas tout à fait convaincues du bien fondé de la pédagogie de l'intégration. Et donc je vous informe vraiment, je vous invite vraiment à vous informer par vous-même. Et je ne suis certainement pas de ceux qui vont vous demander de me croire sur parole. En ce qui concerne les demandes qui ont été faites par le collègue enseignant de mathématiques, tout d'abord le manque d'ouvrage. Croyez-moi, je travaille presque au quotidien avec le CNIP et je sais les difficultés qu'ils ont à pouvoir alimenter toutes les écoles à temps, avec des ouvrages de la dernière version, etc. Croyez-moi, c'est un casse-tête. Il y a des bugs, des petits bugs, des lacunes, c'est tout à fait clair, mais c'est une situation qui progressivement va se normaliser. Mais imaginez-vous une réforme aussi rapide, à une échelle aussi importante que le système éducatif marocain, avec près de 6 millions d'élèves qui vont être concernés à la rentrée 2011, pour moi c'est une gageure et c'est tout à fait normal qu'il y ait ces petits désagréments dont le CNIP, croyez-moi, et là je parle en leur nom, est tout à fait désolé. En ce qui concerne les bulletins, là je vous rassure aussi, il y a un logiciel qui est pratiquement terminé et qui va être diffusé dans l'ensemble des AREF, évidemment pour assurer un appui à la gestion des bulletins. J'ai déjà une première version de ce bulletin, je l'ai dans mon ordinateur, donc ça veut dire qu'elle existe, elle fonctionne, simplement elle est en train d'être réécrite aujourd'hui par des spécialistes en informatique pour que la version qui arrive dans les écoles ne soit pas une version bêta, mais soit une version qui soit vraiment éprouvée. Quant au fait d'avoir les 3 consignes, c'est tout à fait vrai qu'il y a tout un travail sur les consignes, des règles à respecter pour une formulation de consignes. J'ai moi-même écrit un certain nombre de choses dans un ouvrage relatif au manuel scolaire. Et c'est vrai qu'on n'est jamais assez prudent dans la rédaction d'une consigne. Donc vous avez raison d'être... Il y a simplement parfois une équation qui est difficile à résoudre entre le fait de ne pas poser directement la question directe et entre le fait d'avoir une question courte, c'est parfois l'arbitrage est parfois difficile. Voilà. Merci en tout cas pour ces interventions vraiment intéressantes et je trouve qu'ils font vraiment avancer le débat. Je vous remercie. Désolé si ma réponse était un peu longue. Voilà, il y a beaucoup d'interventions qui ont été demandées. Je vais juste poser un souci pour le bulletin dont vous avez parlé, parce que le public, peut-être, il a ses matières qu'il enseigne, le privé, il en a plus. Est-ce que
le bulletin en question a tenu compte des aspirations et des ambitions des écoles privées dans ce sens. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'écoles dans la science. Je suis incapable de vous répondre. Je pense que ce sont des questions qu'il faut poser à vos responsables. Disons que nous avons travaillé sur une forme de bulletin qui correspond à la manière dont la pédagogie de l'intégration s'opérationnalise aujourd'hui au niveau de l'école marocaine. Maintenant, les différences entre les bulletins des écoles publiques, privées, je suis désolé, mais là, je ne peux pas répondre à cette question. Excusez-moi, je crois... Simplement, ce que je peux dire, c'est qu'il y a ce souci permanent de la part du ministère de répondre aux attentes de l'école privée également dans la mesure des possibilités du ministère. Il y a des gens qui demandent des interventions, mais il y a aussi d'autres qui veulent bien déjeuner. Et il y a après-midi une table ronde. C'est ce qui est prévu pour qu'on pose des questions à cœur ouvert à Xavier. Et d'ailleurs, on va l'interpeller sur beaucoup de points. Mais je vous demande d'être patient. On va clore le débat cet après-midi autour d'une table ronde dans laquelle on va vraiment poser. Votre attention. Juste après les communications. Il y a les communications, il y a des gens qui vont présenter des communications juste propos, après le déjeuner. À propos des communications, Oui. juste pour rappeler qu'on avait prévu 2 séances. Il y aura une seule séance de communication. Il y a 6 présentations qui sont... On a décidé, dans le cadre de l'ARPEM, de considérer toutes les personnes qui ont payé des frais d'inscription pour cette journée. On va les prendre en charge comme étant des inscriptions à l'ARPEM, s'ils veulent adhérer. Donc, tous ceux qui ont payé quelque chose, s'ils veulent adhérer, on va considérer que c'est considéré comme le paiement des frais d'inscription pour une année à l'ARPEM, s'il le disait. On pourrait apporter à l'association et certainement dans quelques semaines, on aura une assemblée générale de reconstitution du bureau et on va les inviter. Et donc ils sont considérés comme étant des membres de l'ARPEM pour une année. Donc ça, vous pouvez le considérer comme ça. Donc on peut passer aux communications si vous voulez. Alors je ne sais pas si l'évaluation de la réforme de l'année 2008 concernant l'enseignement des mathématiques aux classes préparatoires marocaines, s'il est présent, s'il est ici, c'est Agrouaz Hakim. Est-ce qu'il est là? Rôle des fondements de la pédagogie de l'intégration par Khalid Naslahs. Naslahsen ou Naslahsen? Vous excusez, c'est Naslahsen. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est inscrit aussi? Peut-être qu'il est toujours à l'extérieur. Alors, l'application à distance d'un site d'animation débat panel. Khalid Sam. De m'avoir permis de vous présenter un travail que j'ai réalisé initialement en 2002 lors d'un colloque sur les apprentissages et leur dysfonctionnement. Il s'était organisé à l'Université Paris 8, donc c'est en France, et que j'ai présenté sous forme de poster. D'autre part, j'aimerais bien transmettre les excuses de mes collègues à STAT, l'inspecteur Bouchaïd Ammari et Saïd Ouhanifa, qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui parce qu'il y a des préoccupations de la dernière minute. Donc, il s'était prévu des communications concernant la pédagogie d'intégration et l'enseignement des mathématiques. Donc, comme vous voyez là, l'exposé s'intitule « L'application à distance d'un site d'animation débat panel ». Vous allez vous étonner un petit peu sur le lien avec la pédagogie d'intégration, mais j'essaierai à la fin de vous présenter certaines perspectives qui sont en cours d'être mises en œuvre au lycée de Nabad de Stade. Donc je vais partir des constats que nous rencontrons lors de l'expérimentation traditionnelle de certaines techniques d'animation comme le débat, discussion au panel
Donc, comme vous savez que le travail de groupe pour les enseignants qui l'ont essayé en classe avec des élèves, en classe de mathématiques bien sûr, vous vous rendez compte des difficultés que ça pose pour la gestion des apprentissages. Il y a aussi au niveau des plateformes, parce que là j'essaierai un petit peu à la fin de présenter certaines technologies de l'information et de la communication pour faciliter la mise en œuvre de ces styles d'animation qui se pratiquaient traditionnellement. Donc ce qu'on rencontre au niveau des plateformes informatiques, donc, il y a l'exploitation qui est limitée d'objets pédagogiques interactifs, les simulations, les exercices. Aussi, il y a les possibilités de communication synchrone, telles que le chat, l'écran, voilà, l'application partagée, tout ça. Donc, je vais essayer de vous donner quelques exemples au milieu de mon exposé. Et aussi, il y a le problème de la surcharge pour le poste d'enseignant, ce qui est connaissance. Donc l'objectif, c'est de proposer, c'est-à-dire l'objectif à la fin de cet exposé, c'est de proposer des solutions pour l'application d'un style d'animation, parce qu'on parle de technique d'animation et de style d'animation. Donc la différence, c'est que la technique, elle est générale, alors que le style, c'est l'enseignant qui l'adapte au contexte scolaire. Donc vous remarquez ici, la FOAD signifie la formation ouverte à distance. Donc c'est l'application à distance. Et aussi, il y a un domaine qui est rencontré dans la recherche et qui concerne l'apprentissage coopératif assisté par ordinateur. Donc, ce que j'ai essayé de proposer ici, c'est une modeste contribution pour faire avancer pour faire avancer la recherche en ce domaine. Donc, les moyens que j'essaierai d'utiliser, c'est des techniques d'animation qui sont utilisées en formation traditionnelle, plus précisément le débat et le panel, comme nous allons essayer d'expliquer tout à l'heure. Et vous avez aussi plusieurs environnements informatiques et qui s'intitulent exactement les plateformes informatiques pour l'apprentissage à distance. J'ai choisi Ganesha, et d'ailleurs si vous voyez les actes, et il y en a d'autres, il y a la plateforme Drio que j'ai essayé de prendre en main, c'est-à-dire la toucher de près. La plateforme aussi, j'ai essayé de travailler en collaboration avec un administrateur à Lyon, à l'université Lyon-Lumière 2. Donc, on m'a permis de prendre en main cette plateforme. Il y a aussi le dispositif pour la gestion de projet qui s'intitule Splash, donc il est présenté dans les actes. C'est destiné à la gestion de projet dans le contexte éducation. Donc l'intérêt, c'est de permettre pour les didacticiens de mieux étudier le processus de dévolution. Donc la dévolution, c'est permettre à l'élève de s'approprier le contexte traditionnel. On le récupère dans l'animation de forum, dans la modération de forum et tout ça. Par exemple ici, pour le modérateur d'un forum, c'est les mêmes objectifs et même beaucoup plus. Donc vous voyez là les objectifs du rôle de l'animateur, c'est susciter des conversations, faire naître un sentiment d'apprentissage au groupe, générer la créativité collective, favoriser l'autogestion des conflits, permettre des conditions de la collaboration entre membres du groupe, lutter contre la passivité des participants, accueillir les nouveaux arrivants. Donc pour ce qui est travail de groupe en formation traditionnelle, je liste 3 types principaux d'apprentissage en groupe. Donc il y a l'apprentissage collaboratif, c'est défini comme étant un des exemples de l'apprentissage collaboratif, c'est le débat scientifique. Donc, ceux qui ont lu les écrits de Marc Legrand, donc il a beaucoup parlé de l'enseignement des mathématiques et même à l'université. Donc parce que moi j'ai eu l'occasion d'assister à certains de ces cours à Grenoble, donc j'ai fait un petit peu le tour de France. Donc lorsqu'il enseignait lorsqu'il essayait d'enseigner certains concepts en mathématiques, en géométrie par exemple, donc il demande à ses étudiants d'émettre des conjectures et
Et cela permet, avec le débat scientifique des participants, de localiser, d'identifier, problématiser ceux qui ne comprennent pas. Donc c'est un type très... Voilà, un des exemples, c'est le débat scientifique en classe de mathématiques selon Marc Legrand. Et on a aussi l'apprentissage coopératif. Donc là, je donne une petite indication sur quoi, sur ce que ça signifie. Donc c'est proposer aux élèves de jouer par deux, l'un contre l'eux, selon des règles à respecter. Celui qui joue agit sur le contrôle de l'autre. Il y a des définitions beaucoup plus spécifiques à ces types d'apprentissage. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de les avoir. Donc, apprentissage collectif, c'est un mixage entre voilà, la collaboration et la coopération dans le temps. D'ailleurs, le modèle de gestion de projet avec les outils informatiques, Splash, c'est un type d'apprentissage collectif. Il a été utilisé pour l'apprentissage de l'algorithmique dans le collège. Et je donne ici quelques exemples de services à distance que vous connaissez tous. Donc vous avez le chat N à N, conversation en temps réel entre plusieurs utilisateurs dans des endroits différents. Voilà, des endroits différents au même moment. Vous avez l'email, la messagerie électronique, donc 1 à 1 ou 1 à N. Donc, qui permet d'écrire des messages et les communiquer à d'autres personnes, endroits différents, moments différents. Il y a des grilles qui sont beaucoup plus développées que ce que je donne ici. Donc, il y a le forum de discussion N à N, donc c'est des services de communication et de discussion par échange de messages. Donc, c'est des forums différés, donc des endroits différents à des moments différents. Et vous avez les moteurs de recherche aussi. Des services spécifiques au domaine, donc les logiciels d'apprentissage et d'enseignement, les éditeurs de texte, les logiciels de mathématiques. Et je donne ici quelques résultats concernant les recherches, parce que ce que j'essaierai à la fin, c'est de choisir des services que j'ai présentés dans la diapo qui précède celui-ci. Donc ces technologies ou ces services en ligne, ils vont être sélectionnés au niveau de la plateforme Ganesha pour la mise en œuvre à distance du style d'animation débat panel que je vais présenter tout à l'heure. Donc j'ai essayé de chercher dans ce qu'ont trouvé les chercheurs pour ce qui est usage des services à distance. Donc là, pour l'usage de l'email, c'est l'organisation, la régulation de la communication par écrit en temps différé. Pour ce qui est forum email, donc la communication de la façon plus précise, de mieux exposer ces problèmes. Donc c'est des synthèses de recherche, de formuler, de conceptualiser, voilà, sa pensée, d'échanger aussi des documents. Et il y en a d'autres qui ont trouvé des résultats concernant les avantages des échanges en temps différé, tels que par exemple le forum. Donc l'élève, il prend connaissance des informations, transmet des questions au moment qui lui convient le mieux et d'où il le souhaite. Voilà, et il favorise l'autonomie des élèves dans l'apprentissage. Il y a possibilité de reconnaître l'importance de la contribution de chacun, il laisse des traces et il laisse à chacun le temps de la réflexion. Et aussi, il présente l'avantage de permettre de prendre des décisions rapidement. Donc pour ce qui est de la plateforme Ganesha, ceux qui connaissent aussi, parce que le matin, le professeur Xavier Roger il a parlé du site Colab. Le site Colab n'est qu'un site qui est hébergé au niveau d'une plateforme Moodle, si vous la connaissez. Donc la plateforme Moodle, il ressemble à... C'est un artefact, comme ils disent, technique. C'est une plateforme informatique comme Ganesha. Donc on peut héberger des sites d'enseignants et de formateurs. Voilà. Donc pour Ganesha, moi j'ai mentionné Colab parce que Colab en principe c'est destiné à la formation. Donc, il y a un analogue pour ce qui est enseignement. Donc il y a la plateforme Joomla. Joomla elle est utilisée à l'université El Akhawaï. Donc en collaboration avec l'académie FAS. Voilà, FAS, bon, le CNES, FAS, tout ça. Donc il expérimente
dans des collèges pour l'enseignement des mathématiques. Donc, pour moi, la plateforme Ganesha, je l'ai pris en main avec des étudiants à l'université Lumière Lyon 2. Donc c'était juste voir comment on ne faisait pas des mathématiques, mais on faisait le débat sur un sujet général. Donc on a vu déjà comment on organise ce débat à distance avec cette plateforme en utilisant des services à distance, la messagerie, le forum. Je vais vous présenter tout à l'heure comment ça s'est passé. Si vous pourriez accélérer un peu. Oui, tout à fait. Donc, vous voyez ici des services. Combien il me reste, s'il vous plaît? Environ 5 minutes. Voilà. Donc, je vais gérer les trucs correctement. Donc, là, vous voyez les services à distance, la messagerie, le forum et le chat. Donc, ça, c'est des services en ligne sous Ganesha. Donc, pour le style d'animation débat panel, en situation traditionnelle, donc vous avez le formateur qui subdivise le groupe de participants en deux groupes. Donc, il y en a deux groupes. Il y aura des participants dans chaque groupe et des rapporteurs dans chacun des groupes. Donc, il y a un formateur ou un enseignant. Puis après, il commence à étudier le thème de la réunion. Donc, le deuxième temps, c'est que les rapporteurs, donc le premier temps, c'est le débat. Le deuxième temps, c'est le panel, donc c'est les experts de chacun des groupes. Donc ils vont débattre et les autres, ils vont observer leur débat en essayant voilà, d'intervenir de temps à autre. Donc vous avez les phases, il y a la phase de préparation et la phase de déroulement. Je vais expliquer sur le tableau. Donc vous voyez là le temps de la phase 1, c'est de 5 à 10 minutes, une réflexion individuelle. Et vous avez la phase 2, 30 à 40 minutes, débat des sous-groupes. La phase 3, donc c'est 30 à 40 minutes, le débat des rapporteurs. Donc vous voyez là, pour ce qui est communication, flux de communication, formateur, rapporteur, participant au début. Il y a le rôle de formateur, donc c'est des points qui ont été dégagés de livres sur le débat. Et à la fin, il y a le débat des rapporteurs, et que le formateur, c'est l'animateur des débats et de l'intervention des participants. Et là, c'est... Moi, je sais pas, c'est pas clair. Moi, je vais parler rapidement. Là, c'est le débat panel à distance. Donc, ce que j'ai fait, au niveau de la première colonne, font le tuteur, le participant. Et dans la troisième colonne, il y a les outils. Donc, pour chaque phase, il y a des outils, des services à distance que j'ai repérés au niveau de Ganesha. Et voilà, et je décris comment les participants les utilisent. Donc, voilà. Et la conclusion, donc, vous voyez là que ma contribution, c'est un peu modeste, c'est pas trop développé. Et ce que je compte réaliser avec mes élèves au lycée, j'ai déjà commencé cette année, donc vous allez voir. Donc c'est des trucs que j'ai utilisés, c'est la pédagogie d'intégration. Vous voyez là la première photo. La première photo, ça concerne ce que font ceux qui appliquent la pédagogie d'intégration, les situations et le traitement de situations en groupe au début. Et à la fin, il y a la production. Donc la deuxième photo, c'est la production individuelle. Normalement, ici, c'est en présentiel, mais on peut imaginer un débat. Et d'ailleurs, j'ai utilisé le PowerPoint pour que chaque situation... J'ai utilisé la situation pour le troisième... voilà, une situation du troisième palier concernant la course des cyclistes. Donc c'est pour vérifier l'acquisition des ressources de type fonction affine, fonction linéaire. Et là, c'est des élèves de tronc commun, c'est pas des élèves. Donc avant d'enseigner le cours de fonction, j'ai essayé un petit peu d'animer dans le cadre des activités en parallèle avec les enseignements officiels. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous. Comme vous êtes en train de voir, donc on va survoler les fondements de la pédagogie de l'intégration. Mais avant, permettez-moi une petite minute, s'il vous plaît. J'aimerais bien donc souhaiter la bienvenue à notre grand professeur, M. Xavier, et de lui dire que ses propos sont les bienvenus au Maroc, si ce n'est que pour soulever ce grand débat sur les problèmes que vit notre système éducatif. Ça, d'un côté. Message à tous les gens qui s'occupent du domaine de l'éducation à travers le monde.
et de leur dire que le monde arabe change, que le monde arabe d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier, qu'il faut savoir nous tendre l'oreille. Bien, pour ce qui est de ce que je vais présenter, c'est en relation directe avec la pédagogie de l'intégration. C'est un travail qui est sous forme d'un survol, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais juste survoler les principes de la pédagogie de l'intégration à travers les axes suivants. Premièrement, donc une petite définition de la pédagogie de l'intégration. Ensuite, quelques propos à travers les principes majeurs de la pédagogie de l'intégration et une conclusion pour terminer. À travers ces axes-là, je vais donc essayer de répondre à la question à laquelle, malheureusement, je n'ai pas encore de réponse que nous apporte la pédagogie de l'intégration. Donc, en guise de définition, je trouve que la pédagogie de l'intégration, c'est une pédagogie qui se base sur l'intégration des connaissances et des savoirs. Donc, il s'agit d'intégrer un ensemble de connaissances et de savoirs dans cette approche pédagogique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'apprenant, bien l'élève tout simplement, il doit donc parvenir à établir, à trouver les liens et les relations entre différents apprentissages qu'il a déjà acquis, afin donc d'aboutir à résoudre une situation dite complexe ou bien d'intégration. Donc c'est une démarche, c'est un processus, un ensemble d'étapes d'apprentissage à travers lesquelles les apprenants ils font feu de tout bois. Tout ce qu'ils ont appris auparavant, ils ont le droit de l'utiliser afin toujours d'aboutir à, bien sûr, la résolution de la situation difficile ou bien délicate qui est toujours appelée donc la situation de l'intégration. Donc, l'apprenant, il ne se limite pas à l'utilisation des connaissances actuelles, mais il les dépasse pour utiliser aussi tout ce qu'il a acquis auparavant. Pour certains principes de l'intégration, alors c'est le premier grand principe que je vois personnellement, c'est qu'au sein de cette pédagogie, c'est l'apprenant qui intègre. Donc c'est lui l'acteur principal de l'opération de l'intégration. En fait, donc toute la réflexion, tout le travail, toute la réflexion sur les outils à utiliser, sur les propriétés, par exemple en mathématiques, les théorèmes, les relations, les outils, les savoir-faire et tout ça, tout ce travail, il est fait par l'apprenant lui-même. Pour certaines finalités de cette pédagogie-là, permettez-moi de citer donc première finalité, c'est que cette pédagogie-là, elle vise donc à dépasser la restitution des savoirs et des connaissances. Donc il s'agit de ne pas se limiter tout simplement à une simple reproduction des apprentissages, mais elle va au-delà de la reproduction, c'est-à-dire elle incite l'apprenant à agir, d'accord, en face de la connaissance. Deuxième finalité, c'est permettre donc à l'apprenant d'aller un peu plus loin que la résolution des exercices, donc dépasser la résolution des exercices. Ensuite, cette pédagogie-là, une autre finalité, c'est qu'elle permet à l'apprenant de se trouver face à face devant une situation difficile, une situation complexe, qui nécessite donc une réflexion assez profonde sur la démarche à utiliser pour donc aboutir à la solution. C'est-à-dire tout simplement, en général, si on essaie donc d'accumuler en quelque sorte, si je me le permets, toutes ces finalités-là, le but c'est former une personne capable d'affronter les situations complexes de la vie. Il paraît donc, ou bien il est clair, que cette pédagogie de l'intégration, elle s'est fixée comme objectif la formation de personnes qui sont capables donc d'intégrer la vraie vie, qui n'est pas vraiment, qui n'est pas toujours un ensemble de situations faciles. Pour certaines, si vous voulez, principes ou bien fondements que je vais essayer de survoler dans cette pédagogie de l'intégration, je commence par le premier principe, c'est que la pédagogie de l'intégration, bon, il se présente comme une mise en œuvre de la pédagogie par compétence de base. Cette pédagogie-là qui met l'accent
sur tout ce que l'apprenant doit maîtriser à la fin de chaque année, tout en étant le noyau de l'opération de l'apprentissage. À ce niveau-là, excusez-moi, mais je vois que la pédagogie de l'intégration ne nous apporte rien de spécial. En effet, je m'explique. Si je parle des classes des mathématiques, l'enseignement, il est déjà centré sur l'élève. C'est lui le noyau de l'opération. Il l'a toujours été. C'est lui l'acteur principal. Il bâtit la leçon, il observe, réfléchit, interagit, raisonne, découvre, trouve la solution, d'accord, vérifie les résultats. Tout ce travail-là, il est fait par l'élève en classe de mathématiques. Donc, c'est une classe qui lui permet de devenir autonome. Notre enseignement actuel, il considère toujours l'élève comme le centre de gravité de l'opération de l'apprentissage. C'est un partenaire de ce processus de l'enseignement-apprentissage. Le professeur, il a si vous voulez, donc, le rôle du guide, tout simplement. Et le guide, c'est un guide qui lui permet donc d'avoir l'accès à la source de l'information, en particulier donc grâce aux manuels scolaires et grâce aux parascolaires, et grâce également aux nouvelles technologies qui sont utilisées dernièrement dans les écoles marocaines. Donc, en classe de mathématiques, chaque élève, il a la possibilité de travailler seul. Lorsqu'on est en train de construire la leçon, on lui permet ce privilège. Il travaille seul, il réfléchit, il raisonne, ou bien, parfois, il peut travailler en groupe. Donc, toutes ces actions-là, ils lui permettent de s'exprimer pleinement et de montrer ce dont il est capable. Cette démarche, donc, qu'on a toujours appelée participative ou bien contributive, elle responsabilise l'apprenant et déclenche en lui donc, des initiatives et une volonté, une grande volonté pour le travail. Il lui permet donc d'interagir avec ses camarades, avec ses enseignants, avec le milieu scolaire en général et de pouvoir maîtriser ses connaissances et de les mettre en œuvre, en application. Donc à ce point-là, je ne vois pas, ou bien personnellement, je n'arrive pas très bien à mettre la main sur le nouveau quant à l'approche de la pédagogie de l'intégration. Deuxième point, la pédagogie de l'intégration donc, est une sorte d'opérationnalisation de cette pédagogie par compétence de base qui veut donner du sens aux apprentissages. Et là, permettez-moi de dire la chose suivante. La pédagogie d'intégration n'est encore pas d'un apport important. Si l'on tient compte du fait que toutes les pédagogies modernes estiment que la connaissance non utilisée, ou bien les connaissances non utilisées par l'apprenant, représentent un bourrage pour son esprit. Ça, tout le monde le connaît. Elle constitue donc un simple fardeau pour sa mémoire. Jean-Jacques Rousseau a déjà souligné l'importance de l'utilisation des avoirs acquis par l'apprenant. Et avant lui-même, Imam al-Ghazali, lorsqu'il a écrit un traité intitulé « Iqtida' al-ilm al-amal » ومن خلال العنوان اقتضاء العلم العمل يعني أن العلم لا بد أن هذا العلم إذا ما كانش كيتطبق إذا ما كانش كيوجد المجال ديال التطبيق ديالو فهو علم غير نافع. Alors, qui signifie donc tout simplement que le savoir le plus efficace n'est autre que le savoir utile. Un savoir inutile est un savoir qui n'est pas efficace. Donc, où est le nouveau? En outre, si on cherche dans les pédagogies déjà existantes sur le marché de la didactique, la pédagogie par projet, elle assure manifestement cette tâche, à savoir donc donner un sens aux apprentissages. Lorsqu'on travaille par projet, le cours de maths il se transforme en une série d'actions continues qui permettent à l'apprenant de bien s'épanouir. En procédant par projet, la classe se transforme en un environnement. Non pas tout simplement une série d'actions, c'est un environnement pédagogique qui favorise l'intégration, non seulement des connaissances, mais aussi des autres aspects de la personne, de l'apprenant, à savoir donc le côté affectif, psychomoteur, etc. Le troisième point, c'est que la pédagogie de l'intégration associe à chaque compétence ce qu'elle appelle des situations problèmes ou des situations cibles. Qu'est-ce qui se passe? Naturellement, on est obligé de passer par différentes situations problèmes pour pouvoir être en accord avec ce que attend
l'élève de nous, ses attentes, ses besoins, etc. Cette démarche de projet est en fait, c'est un détour pour confronter les élèves à des obstacles et provoquer donc les situations d'apprentissage. Et d'un autre côté, la compétence ne peut vraiment pas se construire que si l'on passe par la diversification des situations d'apprentissage. Et dans la classe des mathématiques, dans notre classe de mathématiques, la construction des notions, il se fait toujours à travers, et ça, je suis sûr que tous les profs de maths le savent très bien, la construction des notions, il se fait toujours à travers des situations différentes et des activités diverses qui intègrent donc plusieurs savoirs et plusieurs savoir-faire. Et ce qu'il y a de bien, c'est que chaque activité, elle approche la notion sous un angle différent. Donc ça permet d'enrichir l'apprentissage de l'élève. Et d'un autre côté, et ça c'est toujours personnel, la représentation, cette représentation, je n'arrive pas très bien à me représenter la notion de situation complexe qui est véhiculée par la pédagogie de l'intégration. Elle est encore ambiguë. Et peut-être même, elle repose sur des hypothèses donc implicites dont la véracité demeure encore incertaine. Un autre point très important sur lequel, et que je considère comme l'un des piliers de la pédagogie de l'intégration, c'est la situation problème. Oui, alors excusez-moi. Je m'interroge donc sur la nature de cette situation problème. Quelle est sa nature? Est-ce que c'est la même situation problème qui est soulevée, qui a été toujours soulevée par les démarches pédagogiques qui sont présentes dans le marché? Est-ce que c'est la situation d'apprentissage qui est mentionnée par la pédagogie de projet? Est-ce que c'est le projet lui-même? Et dans les trois cas cités ici, cette situation problème, il nous est familière. On a l'habitude de travailler avec. Alors, donc, quoi de neuf? Sans oublier que, en classe de maths, nous estimons que toutes les situations répondent à ce critère de complexité. Il n'y a pas une situation simple. Pourquoi? Tout simplement du fait qu'il pousse l'apprenant à réfléchir. Et sans réflexion, on n'apprend rien. Donc, une situation en classe de maths, elle pousse toujours l'apprenant à réfléchir, à raisonner, à argumenter, établir des liens, intégrer. Tout ça, c'est un travail qui se fait dans une situation que peut-être nous, on n'appelait pas complexe, mais qu'il était effectivement. Cinquième point, c'est que la pédagogie de l'intégration estime que l'apprenant a besoin de situations, problèmes complexes pour pouvoir intégrer. Et là, excusez-moi, je ne vais pas parler mathématiques, je vais parler linguistique. Alors là aussi, il y a l'ambiguïté, elle est souveraine. C'est elle qui règne. Parce que tout simplement, si on parle linguistique, sur le plan dénotatif, direct, langage scientifique, nous sommes des scientifiques, donc parlons langage dénotatif direct, dire que l'élève a besoin de situations complexes pour intégrer, ça relève de l'évidence. Qu'est-ce que je vais intégrer si la situation n'est pas complexe? Donc, le fait de remarquer ça ne nécessite pas d'être un Piaget ou un Bloom. On peut le remarquer facilement. Rien qu'au niveau linguistique. Lorsqu'on qualifie une situation de complexe, on comprend que sa résolution nécessite de passer par plusieurs étapes. Cela relève de l'évidence. Et c'est l'une des significations du verbe intégrer. Donc, si on peut, j'ai consulté le petit Robert. 1996, j'ai trouvé cette signification-là. Donc, tous les enseignants doivent certainement le savoir profondément. Alors, dans le cas actuel des choses, je vais donner un exemple en guise d'illustration. Donc, pour moi, je me trouve vraiment incapable de mettre la main sur le nouveau qui est apporté par la pédagogie de l'intégration quant à la situation complexe. Donc, je m'adresse à vous en tant qu'enseignant et chercheur au domaine de mathématiques. J'ai choisi un petit exercice dans un repère autonormé OIJ. Donc, on va situer des points sur le repère et on va demander à l'élève de déterminer un point E pour que le quadrilatère soit un parallélogramme, de préciser la nature du triangle ABD
et de dire que représente le quadrilatère ABDE, bien sûr, en justifiant la réponse. Alors, cette situation-là, comment vous la trouvez? Est-ce qu'elle n'est pas complexe? Bien. Alors, essayons de voir ça. Parce que... Oui, alors, c'est une question à laquelle je n'attends pas de réponse, donc j'ai posé la question, c'est tout. Donc, est-ce que cette situation-là n'est pas complexe? Parce que lorsqu'on parle de situation complexe, c'est une situation dans laquelle on intègre plusieurs connaissances, plusieurs apprentissages, dans le but de trouver la solution. Bien. Dans ce simple exercice, l'élève, il doit intégrer tout un ensemble de connaissances acquises auparavant. Le repère, dans le plan, les coordonnées, la projection orthogonale sur une droite, parallèlement à une autre, propriété du parallélogramme, relation entre parallélogramme vecteur, égalité des vecteurs, résolution des équations, théorème de réciproque, Pythagore. Est-ce qu'on ne va pas intégrer là? Est-ce que l'élève ne va pas intégrer tout un savoir-faire, l'utilisation des outils de la géométrie, l'équerre, le compas, etc., la règle, et résoudre logiquement une équation? Alors c'est un exercice assez simple pour l'apprenant, et pourtant c'est une nette occasion pour intégrer un grand nombre de savoirs et de savoir-faire. Alors où est la valeur ajoutée par la pédagogie de l'intégration si le cours de mathématiques, rien qu'à travers cet exercice que vous venez de dire n'est pas complexe, est un ensemble de situations assez complexes, donc qui vont permettre à l'élève de faire appel à toutes les composantes de sa personnalité. Le cours de maths, il est en résumé des situations qui lui permettent de s'épanouir. Excusez-moi, il reste 2 points. 2 points. Alors, la pédagogie, et ça c'est le point le plus important, elle exige qu'un temps spécial soit attribué à l'activité de l'intégration. Un temps spécial, le module de l'intégration. Dans cette période d'intégration, la pédagogie donc recommande que la première semaine soit consacrée au développement de la compétence et la deuxième soit consacrée à l'évaluation. Les enseignants ici présents doivent certainement savoir que cette programmation n'est pas vraiment une tâche aisée. C'est pas facile de faire ça. Pourquoi? Tout simplement en tenant compte des contraintes de l'année, le programme scolaire, les contrôles continus, le calendrier des vacances et tout ça. Déjà, cet intervalle de temps qui est consacré aux périodes d'intégration, il couvre 25% de l'intégralité du temps scolaire, le 1/4. 25% c'est le 1/4. Et si vous voulez, cet intervalle de temps, il est géré selon des normes qui sont vraiment rigoureuses. Et c'est pas évident de dire ça. Alors, à mon avis, ces périodes d'intégration, ils représentent une contrainte de plus. C'est une simple contrainte de plus qui risque de gêner le processus de l'apprentissage et de perturber le déroulement normal des séquences d'enseignement. De plus, les résultats qu'on en tire, ils risquent d'induire le professeur en erreur quant à la réalisation effective de la compétence. À titre d'exemple, par exemple, un élève qui vous dit « Monsieur, j'ai calculé correctement », est-ce qu'on peut dire qu'on a réussi à réaliser la compétence et que cet élève-là, il sait très bien manipuler les outils mathématiques? Bien sûr que non. En guise d'illustration, je vous donne un exemple vectoriel. Pardon? Vous pourriez conclure parce que... Oui, donc je vais conclure. Bon, je voulais juste dire que la démarche, lorsque l'élève va suivre la démarche que vous voyez devant vous, il va dire à la fin, monsieur, j'ai calculé correctement, j'ai trouvé les coordonnées du point B et elles sont correctes. Mais la démarche qu'il a suivie, elle, au contraire, elle reflète tout un ensemble de défaillances et tout un ensemble de lacunes concernant l'assimilation du savoir et du savoir-faire mathématique relatif au vecteur. En plus de ça, comment nous allons agir devant un groupe de personnes formé de 40, même plus, dans notre enseignement marocain, où il n'y a pas deux apprenants qui apprennent de la même manière. Il n'y a pas deux apprenants qui progressent à la même manière.
Il n'y a pas deux apprenants qui utilisent les mêmes techniques d'études. Il n'y a pas deux apprenants qui possèdent le même profil d'intérêt. Pas deux apprenants qui soient prêts à étudier en même temps. Pas deux apprenants qui soient motivés pour atteindre le même but. Comment je vais faire pour régler toutes ces difficultés, toutes ces entraves-là pendant 2 semaines? La classe, notre classe, elle est plongée dans l'hétérogénéité absolue. C'est très difficile, pour ne pas dire impossible, d'aider les élèves à problème durant ces périodes d'intégration à cause des facteurs précités et en raison du temps qui leur sont consacrés. Alors, les lacunes de l'élève, pour les combler durant cette période, il faut alléger le programme. Le programme doit être allégé. Et normalement, ce débat-là devait avoir lieu avant l'instauration de la pédagogie de l'intégration. Alors, l'intervalle de temps qui est scolaire, qui représente un vrai handicap pour la mise en application des périodes de l'intégration, donc ce temps-là, on ne peut pas l'élargir, et le programme, on ne l'a pas allégé, donc c'est... Je vais conclure. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, l'évolution, laissez-moi juste parler de l'évaluation, parce que ça touche donc le sujet. Si on gère un temps, on va gérer un temps. Je ne demande pas... Juste le temps de ma question de tout à l'heure. Merci. Merci. Donc, l'évaluation au sein de la pédagogie de l'intégration, elle a un caractère très important. On a parlé de l'évaluation formative, diagnostique, certificative. Et permettez-moi de vous dire que toutes ces évaluations-là sont présentes dans notre système éducatif. À chaque fois, il y a l'évaluation formative. À chaque fois, il y a l'évaluation diagnostique et aussi à la fin de chaque cycle, l'évaluation certificative. Alors, je vais conclure. Donc, en guise de conclusion, à notre modeste travail, veuillez m'en excuser, laissez-moi vous dire que intégrer des connaissances est un processus qui a toujours été effectué en passant par des pédagogies très connues dans le marché de la didactique, les projets, situations, problèmes, coopératives, différenciées, etc. et toutes sortes de pédagogies que vous avez déjà eu l'occasion de voir. Alors, ce que je veux transmettre ici, c'est que ce ne sont pas les méthodes qui manquent, c'est surtout la mise en application qui fonctionne mal. L'enseignant, donc, il se doit d'être un acteur créateur. Il doit être conscient du fait que la méthode royale d'enseignement est un mythe, ça n'existe pas. Il doit donc savoir élaborer des synthèses au niveau des méthodes pédagogiques actives. Donc, il doit jouir d'une souplesse pédagogique énorme pour pouvoir juger de l'approche à adopter en fonction de la nature de l'apprenant, de ses besoins et de ses attentes. Notre système éducatif, il est certainement souffrant. Ça, on ne peut pas le nier. C'est une situation malheureuse. Les raisons de ces défaillances sont en fonction de plusieurs variables. Mais, en tant que membre du corps enseignant, nous avons la certitude que l'handicap de notre système éducatif se trouve hors des méthodes et des modèles d'enseignement adoptés. Merci. Les participants, ils doivent savoir que tous les papiers ils sont sur le CV en version complète. Donc ils peuvent les lire après. Et on va, puisque le débat est lancé, moi je vais vous annoncer il faut mettre un forum de discussion pour les gens. On a les emails, on fera un forum sur le site pour prolonger les discussions. En général, si on doit respecter, c'est justement pour des trucs d'organisation et aller directement vers ça n'enlève en rien de la valeur des papiers ou bien toute autre chose. Alors, juste il y a est-ce qu'il y a des questions? Je crois que Xavier ne sera pas indifférent à ça. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est parti? C'est sauvé. Non. Au lycée Reda-Slaoui, donc je me présente, je suis M. Agawaz Hakim, professeur de mathématiques au lycée, en classe préparatoire au lycée Reda-Slaoui. C'est avec plaisir que je suis aujourd'hui parmi vous pour présenter un exposé qui est élaboré par moi-même et par M. Moulay Ismail Mamouni, professeur au lycée Moulay Youssef,
classe préparatoire, et M. Rachid Dier, professeur en classe préparatoire au lycée Omar Aziz de Oujdan. Cet exposé porte sur l'évolution de la réforme de l'année 2008 concernant l'enseignement des mathématiques en classe préparatoire marocaine. Donc je ne vais pas parler de pédagogie, je vais parler en termes de quoi? Parce que on ne privilégie pas le programme, la réforme, le nouveau programme de mathématiques en classe préparatoire ne privilégie pas une pédagogie. Je vais parler en termes de quoi? En termes de contraintes et des solutions apportées par le nouveau programme de mathématiques à ces contraintes. Donc pour le plan, donc je vais traiter cette question suivant le plan suivant. Il y a premièrement un rappel tiré directement des directives du ministère de l'Éducation nationale qui porte sur les objectifs du système des classes préparatoires, des CPG. Le deuxième point que je vais traiter, ce sont les motifs de la réforme. Et puis les contraintes et solutions apportées. Et puis l'évaluation à la limite de la réforme. Et puis une conclusion à la fin. Pour les objectifs du système des classes préparatoires marocaines, ça c'est la version officielle, la version du ministère de l'Éducation nationale. Le système des classes préparatoires marocaines, le CPGE, a pour mission de participer à la formation d'une élite nationale capable de piloter l'essor du pays pour lui faire gravir les échelons du progrès scientifique et technologique. C'est une très belle phrase d'ailleurs. Sur une durée de scolarité de 2 ans, les CPGE dispensent des formations de niveau correspondant au premier cycle de l'enseignement supérieur. Les élèves y acquièrent une formation générale solide, leur permettant de s'approprier une méthodologie de travail basée sur l'organisation, l'investigation, la prise d'initiative personnelle et la persévérance. Et puis le troisième objectif, c'est de développer l'autonomie et les aptitudes de communication, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, ainsi que les aptitudes de réflexion et de raisonnement. Et puis le troisième objectif, c'est de s'adapter aux différentes situations de problème. Et puis le dernier objectif, donc le ministère de l'Éducation nationale, c'est se familiariser progressivement avec les situations nécessitant un effort plutôt soutenu qui pourrait se présenter durant leur formation ultérieure et pendant l'exercice de leur métier, c'est-à-dire le métier d'ingénieur. Je passe maintenant au motif de la réforme. Pour le premier motif, donc premier motif, c'est la nécessité de l'élaboration pour la première fois d'un programme de mathématiques propre au CPGE marocain, en légère rupture avec les CPGE français. C'est-à-dire que c'est la première fois que nous sommes confrontés nous sommes devant l'élaboration d'un programme qui est propre aux classes préparatoires marocaines. Parce que dans les réformes précédentes, on s'alignait sur les réformes, on reproduisait intégralement les réformes qu'a connues le système français. Et puis il y a le deuxième point, c'est les lacunes de l'ancien programme. Et puis aussi, il y a aussi les prérequis de nos élèves dans les classes antérieures, de l'enseignement secondaire, par exemple au baccalauréat sciences mathématiques. Et puis il y a une autre contrainte, c'est l'augmentation des effectifs des élèves admis en classe préparatoire, ce qui a entraîné une baisse de niveau. Et puis il y a aussi la technologie, l'évolution des technologies de l'information comme outil indispensable. Et ce qui nous importe, nous, dans les technologies de l'information, c'est l'information comme surtout les outils de calcul formel, c'est-à-dire les logiciels de calcul formel. Et puis aussi, il y a les dernières évolutions des méthodes pédagogiques. Et puis, il y a la conciliation entre les exigences nationales et internationales. Et puis, l'ouverture des centres de classe préparatoires sur leur environnement. Et puis, la demande de plus en plus forte des ingénieurs par le tissu économique et le défi de former 10 000 ingénieurs par an. Donc, ça, c'est les contraintes et les solutions. Donc, la première contrainte, c'est la transition bac prépa, parce que c'est une transition qui a causé beaucoup de dégâts par le passé, parce que les élèves, ils arrivent mal
Ils arrivent très mal à s'habituer au système des classes préparatoires, surtout en début de première année. Mais la solution qui est adoptée par le nouveau programme, c'est l'adoption d'un programme de début d'année, en première année, pour assurer cette transition, et d'une méthodologie basée sur la progression dans la difficulté à travers la découverte de la même notion en plusieurs étapes. Il y a la deuxième exigence, c'est les exigences du système universitaire marocain. La principale exigence de le système universitaire marocain est la modularisation des notions abordées en classe préparatoire. Pour des raisons d'équivalence, parce que les élèves qui sont en classe préparatoire ont des difficultés à décrocher une équivalence. Les classes préparatoires, ça constitue quoi par rapport au système universitaire? La modularisation, il y a une chose ici importante à dire, c'est que la modularisation a pour inconvénient de favoriser le cloisonnement des chapitres. Et cela nuit à un pilier fondamental, un des piliers fondamentaux de l'enseignement en classe prépa, qui est la diversité des points de vue adoptés sur un même sujet. Il y a les visions, bien sûr, en mathématiques, les visions algébriques, topologiques, analytiques et puis géométriques. C'est des visions pour nous qui ne sont pas divisibles. On peut voir le même sujet sous ces 4 visions.